IT prestigieuse ne signifiait rien pour eux. Ce week-end-là, Emma se rendit en voiture chez sa grand-mère, les jointures blanches sur le volant de sa vieille Honda. Le trajet de 2 heures lui donna le temps de rejouer encore et encore les paroles dévastatrices de ses parents. Astérisque, elle le méritait, mais pas toi. Astérisque, chaque kilomètre apportait de nouvelles larmes jusqu'à ce qu'elle arrive enfin dans l'allée en gravier du cottage de grand-mère Éléanore au bord du lac. Dès qu'Éléanore ouvrit la porte, elle sut que quelque chose n'allait pas du tout. Sa petite fille habituellement si posée se tenait sur le porche, les épaules affaissées, les yeux rougis par les larmes. « Emma, ma chérie, que s'est-il passé ?» demanda Éléanore en la serrant fort dans ses bras. À l'intérieur, assise à la table de cuisine usée avec des tasses de thé chaud entre elles, Emma raconta toute l'histoire. Son acceptation à Westfield, la décision de ses parents de ne financer que l'éducation de Lily, et la prise de conscience écrasante qu'ils n'avaient jamais assez cru en elle pour économiser pour son avenir. Grand-mère Éléanore écouta sans interruption, ses mains ridées serrant fermement celles d'Emma, ses yeux devenant de plus en plus féroces à mesure que l'histoire se déroulait. Quand Emma se tut enfin, Éléanore prit une profonde inspiration. « Ma chère petite, » dit-elle en essuyant les larmes d'Emma d'un pouce doux. Parfois, les moments les plus douloureux de la vie deviennent nos plus grands catalyseurs. Tes parents ont tort à ton sujet. Profondément, tragiquement tort. Mais tu as quelque chose qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Une détermination inébranlable. Mais comment suis-je censé aller à Westfield maintenant, murmura Emma. Les frais de scolarité sont astronomiques. Même avec des prêts, je serais endettée pour toujours. Les yeux d'Éléanore brillèrent d'une détermination qui égalait la force qu'elle voyait chez sa petite fille. Quand j'avais ton âge, mon père m'a dit que les femmes n'avaient pas besoin d'études universitaires. Que nous étions destinés au mariage et aux enfants, rien de plus. Sais-tu ce que j'ai fait ? Emma secoua la tête. J'ai eu 3 emplois et je me suis payé l'école normale. Ça m'a pris 6 ans au lieu de 4, mais je l'ai fait. Éléanore serra les mains d'Emma. Et toi, ma chère, tu es 2 fois plus têtue et 3 fois plus intelligente que je ne l'ai jamais été. Ce soir-là, elles s'assirent sur la balancelle du porche surplombant le lac, regardant le coucher du soleil peindre l'eau de teintes d'or et de cramoisi. Le cadre paisible contrastait vivement avec la tempête d'émotions à l'intérieur d'Emma. « J'aimerais pouvoir t'aider financièrement, » dit doucement Éléanore. « Mon revenu fixe couvre à peine mes propres dépenses ces jours-ci. » Je sais, grand-mère. Le simple fait d'avoir quelqu'un qui croit en moi est suffisant. Éléanore se tourna pour faire face à sa petite fille. « Promets-moi que tu iras quand même à Westfield, » dit-elle avec ferveur. « Ne laisse pas leurs limitations devenir les tiennes. Tu mérites toutes les opportunités que Lily a reçues, et s'ils ne te les fournissent pas, tu trouveras un autre moyen. » Emma regarda dans les yeux déterminés de sa grand-mère et sentit quelque chose changer en elle, la douleur se transformant en résolution. « Je le promets. » Cette nuit-là, dans la petite chambre d'amis qui avait été son sanctuaire pendant les étés de son enfance, Emma prit sa décision. Elle fréquenterait Westfield aux côtés de Lily, financerait sa propre éducation et obtiendrait son diplôme malgré tous les obstacles. Elle prouverait sa valeur non pas pour obtenir l'approbation de ses parents, mais pour honorer son propre potentiel. De retour à la maison, Emma transforma sa chambre en un centre de commandement pour son plan de bataille financier. Des feuilles de calcul couvraient son bureau, suivant les dates limites des bourses, les options de prêt et les projections budgétaires. Sa conseillère d'orientation au lycée, Madame Chin, devint une alliée inattendue dans ce combat. Je n'ai jamais vu une élève s'attaquer au système d'aide financière avec une telle détermination, remarqua Madame Chin un après-midi alors qu'elle restait après les heures de cours, remplissant la 25e demande de bourse d'Emma. La plupart des élèves auraient abandonné depuis longtemps. Je n'ai pas ce luxe, répondit Emma, ses yeux ne quittant jamais l'écran de l'ordinateur. Madame Chin l'étudia un instant. Tu sais, Emma, je fais ce métier depuis 20 ans. J'ai vu des milliers d'élèves passer par ces couloirs, mais peu avec ta combinaison d'intelligence et de cran. Quoi qu'il arrive avec ces demandes, ne doute jamais de tes capacités. Les résultats de la chasse aux bourses acharnées d'Emma furent mitigés. Elle reçut plusieurs petites récompenses, 1500 $ ici, 1000 $ là, mais rien qui n'approcha de la somme substantielle nécessaire pour les frais de scolarité de Westfield. Avec un mélange de prêts fédéraux et de prêts privés co-signés par grand-mère Éléanore, elle rassembla suffisamment de financement pour sa première année. « Ça va être serré », expliqua-t-elle à Éléanore au téléphone.
Je devrais travailler au moins 30 heures par semaine pour couvrir les frais de subsistance et les manuels scolaires. Une année à la fois, ma chérie, lui rappela Éléanore. C'est comme ça qu'on gravit les montagnes. Le logement présenta le défi suivant. Tandis que Lily vivrait dans les dortoirs coûteux sur le campus payés par leurs parents, Emma parcourut les forums en ligne à la recherche d'alternatives abordables. Après des semaines de recherche, elle trouva un minuscule appartement dans un immeuble délabré à 45 minutes du campus. L'annonce demandait 3 colocataires pour partager l'espace de 2 chambres. Ce n'est pas idéal, dit Emma à grand-mère Éléanore, mais le loyer est gérable si je le divise en 4. Seras-tu en sécurité là-bas, demanda Éléanore, l'inquiétude évidente dans sa voix. Le quartier n'est pas génial, mais l'immeuble a des portes de sécurité. Et honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'options. Ensuite vint l'emploi. Emma postula à tous les emplois accessibles à pied depuis le campus, privilégiant les postes avec des horaires flexibles qui pourraient s'adapter à son emploi du temps de cours. 2 semaines avant le jour de l'emménagement, elle obtint un poste dans un café très fréquenté près de l'école de commerce, ainsi que des services le week-end dans une librairie locale. Le gérant du café a dit qu'il manque toujours de personnel pour le service d'ouverture de 5 heures du matin, dit Emma à Madame Chin lors de leur dernière réunion. La plupart des étudiants ne veulent pas se lever si tôt, mais ça fonctionne parfaitement avec mon emploi du temps. Je peux travailler de 5 heures à 9 heures, puis aller directement à mes cours du matin. Madame Chin secoua la tête avec étonnement. Emma, promets-moi de prendre soin de toi au milieu de tout ça. Même les personnes les plus fortes ont besoin de repos. Je dormirai quand j'aurai mon diplôme, répondit Emma avec un sourire ironique. Le contraste entre les préparatifs des sœurs Wilson pour l'université devint de plus en plus frappant à l'approche du mois d'août. Leurs parents emmenèrent Lily faire du shopping pour de nouveaux vêtements, un ordinateur portable et des décorations de dortoir. Ils l'aidèrent à faire ses valises, organisèrent des déménageurs professionnels et planifièrent une grande fête de départ avec des amis de la famille. Emma emballa ses affaires dans des valises et des boîtes de seconde main récupérées dans les épiceries. Elle vendit la plupart de ses biens pour constituer un petit fonds d'urgence, ne gardant que ce qui pouvait tenir dans sa voiture. La veille du départ, elle s'assit en tailleur sur le sol de sa chambre presque vide, apportant les dernières modifications à sa feuille de calcul budgétaire. Un léger coup à la porte interrompit sa concentration. Sa mère se tenait dans l'embrasure, tenant une pile de draps jumeaux délavés. « Je pensais que tu en aurais peut-être besoin pour ton nouvel endroit. » dit Diana Wilson maladroitement. C'était la seule reconnaissance qu'Emma, elle aussi, commençait l'université. Emma accepta les draps avec un poli « merci », refusant de montrer à quel point ce geste la blessait, cette maigre offrande à la place du soutien que sa sœur recevait. Le jour de l'emménagement, la famille se sépara à l'entrée du campus. Ses parents et Lily se dirigeant vers les dortoirs premium dans le SUV familial rempli des affaires de Lily, Emma continuant seule vers son appartement lointain dans sa Honda vieille de 10 ans qui avait fréquemment besoin de liquide de refroidissement et faisait des bruits inquiétants lorsqu'elle freinait. « Bonne chance, Emma », lança sa mère alors qu'ils se séparaient. « J'espère que tout cela fonctionnera pour toi. » Le doute dans sa voix était indubitable, mais cela ne fit que renforcer la résolution d'Emma. Cela ne se contenterait pas de fonctionner. Elle en ferait un triomphe. En arrivant à son nouvel immeuble, Emma remarqua la peinture écaillée, les lumières vacillantes du couloir et le bruit lointain de voisins qui se disputaient. L'appartement lui-même faisait à peine 55 mètres carrés, avec 2 minuscules chambres qui devaient abriter 4 personnes. Ses colocataires, des inconnus qu'elle avait rencontrés sur un forum de logement universitaire, n'arriveraient que le lendemain. Cette première nuit, seule sur un mince matelas avec les bruits de la circulation filtrant à travers des fenêtres mal isolées, l'épuisement la submergea. L'énormité de ce qu'elle entreprenait la frappa de plein fouet, et les doutes s'insinuèrent. Pourrait-elle vraiment travailler 30 heures par semaine tout en suivant un programme de cours complet? Le stress financier constant anéantirait-il ses performances académiques? Alors que le désespoir menaçait de la submerger, son téléphone sonna avec un texto de grand-mère Éléanore. Astérisque, tu te souviens, ma courageuse petite? Les diamants ne se forment que sous pression. Tu brilles déjà, astérisque. Avec ces mots en tête, Emma sécha ses larmes et créa un emploi du temps méticuleux cartographiant chaque heure de ses semaines à venir. Le sommeil serait limité, la vie sociale quasi inexistante, mais son éducation et son avenir ne seraient pas sacrifiés. Le bureau d'aide financière devint sa deuxième maison cette première semaine. Madame Winters, la directrice adjointe,
s'intéressa particulièrement à la situation d'Emma après avoir entendu son histoire. « Vous vous lancez dans un défi énorme », dit-elle solennellement en examinant le plan financier d'Emma. « Mais j'ai déjà vu des étudiants dans votre situation réussir. Promettez-moi simplement de venir me voir avant que les choses ne deviennent accablantes. » Cette promesse deviendrait une bouée de sauvetage dans les mois à venir. La veille du début des cours, Emma reçut un appel inattendu de Madame Chin, sa conseillère d'orientation du lycée. Elle avait convaincu le département de commerce du lycée d'accorder à Emma une bourse supplémentaire de $1000. « Ce n'est pas grand-chose, s'excusa-t-elle, mais les professeurs ont tous contribué personnellement. Nous croyons en toi, Emma. » Ce petit acte de gentillesse de la part de personnes qui voyaient vraiment son potentiel donna à Emma le dernier coup de pouce de courage dont elle avait besoin. Alors qu'elle ajoutait soigneusement ce montant précieux à sa feuille de calcul budgétaire, elle sentit quelque chose changer en elle. La détermination se durcissant en une résolution inébranlable. La première année a frappé Emma comme un ouragan. Alors que la plupart des étudiants s'adaptaient aux études universitaires et profitaient d'une nouvelle liberté, elle jonglait entre 30 heures de travail par semaine et un programme complet de cours de commerce. Sa journée type commençait à 5 heures du matin avec une séance d'études de 2 heures avant de se précipiter pour son service d'ouverture au café. Après les cours, elle se rendait directement à son deuxième emploi à la librairie, ne rentrant souvent à son appartement qu'après minuit. Le premier lundi du semestre établit le schéma brutal qui allait devenir sa vie. Son réveil sonna à 3h30, l'attirant d'un sommeil trop bref. À 4h15, elle marchait d'un pas vif dans les rues sombres et vides en direction du café, une bombe lacrymogène à la main. À 4h45, elle déverrouilla la porte arrière du magasin et commença les procédures d'ouverture qu'on lui avait hâtivement apprises le week-end précédent. « Tu es vraiment à l'heure. » remarqua sa responsable, Gina, en arrivant 15 minutes plus tard. La plupart des étudiants travailleurs arrivent en retard pour le service d'ouverture, s'ils se présentent. « J'ai besoin de ce travail, » répondit simplement Emma, mesurant déjà les grains de café avec une précision experte. À 9h, elle avait servi des dizaines de clients, mémorisé les recettes complexes de boissons et nettoyé l'équipement 2 fois. Elle changea son uniforme taché de café pour une tenue de ville dans les minuscules toilettes des employés, puis sprinta à travers le campus pour arriver à son cours de principe de comptabilité de 9h30. Le professeur Harmon était déjà en plein cours lorsqu'elle se glissa au dernier rang, légèrement essoufflée. L'équation comptable fondamentale, actifs égale passifs plus capitaux propres, constitue la base de tous les états financiers. Expliquait-il à la salle de première année, dont beaucoup étaient encore à moitié endormis malgré leur début de cours à 9h30. Emma sortit son cahier et commença à prendre des notes méticuleuses, ignorant la fatigue qui s'installait déjà dans ses os. Ce n'était que le premier jour d'un marathon de 4 ans. Le sommeil devint un luxe qu'elle pouvait rarement s'offrir. Elle apprit à faire ses lectures pendant ses trajets, à terminer ses devoirs pendant les pauses déjeuner et à enregistrer les cours pour les écouter en nettoyant les machines à café. Chaque minute était programmée, chaque ressource utilisée au maximum. Le contraste entre sa vie et celle de Lily n'aurait pas pu être plus frappant. À travers des SMS occasionnels et des publications sur les réseaux sociaux, Emma entrevoyait l'expérience universitaire insouciante de sa sœur. Soirée de sororité, séance d'information sur les études à l'étranger et week-end à la maison pour la cuisine de maman. Pendant ce temps, Emma calculait si elle pouvait s'offrir à la fois les manuels et les courses ce mois-là. 3 semaines après le début du semestre, Emma était assise au dernier rang de son cours d'éthique des affaires, luttant pour garder les yeux ouverts après avoir fait un double service à la librairie la veille. La professeure Bennett, une femme aux yeux vifs dans la cinquantaine, réputée pour être exigeante mais juste, discutait d'une étude de cas sur une entreprise familiale confrontée à des dilemmes éthiques lors de la planification de la succession. Le cas présente un scénario courant, expliqua la professeure Bennett. Le fondateur a 2 enfants mais estime qu'un seul a les compétences nécessaires pour diriger l'entreprise. Comment les ressources et les opportunités doivent-elles être allouées? Qui aimerait commencer notre discussion? La salle resta silencieuse, la plupart des étudiants hésitant à être les premiers à parler. Emma se surprit à lever la main, s'étonnant elle-même. Madame Wilson, reconnut la professeure Bennett. Le cas suppose que le potentiel est statique et peut être évalué avec précision dès le début, commença Emma, sa voix se renforçant à mesure qu'elle continuait. Mais cela ignore la façon dont l'accès aux ressources et aux opportunités façonne réellement le potentiel. L'enfant qui a reçu plus d'attention et de formation apparaît naturellement plus capable, créant une prophétie autoréalisatrice.
Un murmure parcourut la salle de classe. Les sourcils de la professeure Bennett se haussèrent légèrement. Une perspective intéressante, Madame Wilson. Suggérez-vous que l'évaluation du fondateur pourrait être fondamentalement erronée? Je suggère que ce qui ressemble à du mérite est souvent un privilège déguisé, répondit Emma. La véritable question éthique n'est pas de savoir quel enfant mérite l'entreprise, mais si le fondateur a fourni des opportunités de développement égales aux deux. Après le cours, la professeure Bennett demanda à Emma de rester. C'était une analyse inhabituellement sophistiquée pour une première année, remarqua-t-elle. La plupart des étudiants à votre niveau n'ont pas développé cette perspective critique sur la méritocratie. Emma haussa les épaules. J'ai eu une certaine expérience personnelle sur le sujet. La professeure Bennett l'étudia pensivement. Eh bien, Madame Wilson, j'ai hâte d'entendre davantage de vos idées ce semestre. Malgré l'horaire épuisant, quelque chose d'inattendu se produisait. Emma ne se contentait pas de survivre à ses cours, elle excellait. Des années de planification financière pratique et d'expérience professionnelle l'avaient préparée d'une manière que ses camarades de classe n'étaient pas. Alors qu'il luttait avec des concepts comptables de base, elle appliquait ses principes dans la réalité. Astérisque Wilson, votre analyse de l'étude de cas était exceptionnelle, en particulier vos perspectives sur l'allocation des ressources et la dynamique des entreprises familiales. Vos idées montrent une maturité remarquable. Astérisque pour la première fois peut-être, les difficultés d'Emma se traduisaient par un avantage académique. Son épuisement était tempéré par une confiance croissante en ses capacités. Pendant cette période, Emma fut également bénie d'une amitié inattendue qui allait tout changer. Sa colocataire, Zoé, une étudiante en informatique avec une personnalité chaleureuse et une vision pratique, remarqua l'emploi du temps punitif d'Emma et commença à laisser des repas faits maison dans le réfrigérateur avec le nom d'Emma dessus. Un soir, alors qu'Emma rentrait particulièrement épuisée, Zoé l'attendait, une tasse de thé fumante prête sur la table basse. « Assieds-toi » ordonna Zoé en montrant le canapé usé. « Nous devons parler. » Emma s'enfonça dans les coussins, trop fatiguée pour discuter. « Tu ne peux pas continuer comme ça » dit Zoé sans détour en lui tendant le thé. « Tu vas t'épuiser avant les partiels. »« Je n'ai pas le choix » répondit Emma, la chaleur de la tasse s'infiltrant dans ses doigts froids. Tout le monde a des choix, peut-être pas des choix faciles, mais des choix quand même. Emma soupira et expliqua sa situation, la décision de ses parents, les pressions financières, les calculs constants nécessaires pour rester à flot. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, l'expression de Zoé passa de l'inquiétude à l'indignation au nom d'Emma. « C'est plus qu'injuste » déclara-t-elle quand Emma eut fini. « À partir de maintenant, considère-moi comme ta famille universitaire. » « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Emma, trop épuisée pour déchiffrer la déclaration. « Ça veut dire que je cuisine pour nous deux, pas seulement pour moi. Ça veut dire que je corrigerai tes dissertations quand tu seras trop fatigué pour y voir clair. Ça veut dire que tu as du renfort maintenant. Pourquoi ferais-tu ça pour quelqu'un que tu connais à peine ?» L'expression de Zoé s'adoucit. « Mes parents m'ont appris que la famille prend soin les uns des autres » expliqua-t-elle simplement. « Et parfois, la famille que l'on choisit compte plus que celle dans laquelle on est. » Fidèle à sa parole, Zoé devint le sanctuaire d'Emma dans la tempête. Elle créa des fiches pour les examens d'Emma, défendit farouchement son MPS d'études contre les interruptions des autres colocataires, et insista pour cuisiner assez pour elle deux, refusant tout paiement au-delà d'une aide pour ses propres devoirs. Quand Zoé découvrit qu'Emma sautait des repas pour économiser de l'argent, elle organisa ce qu'elle appela une intervention alimentaire. Ça s'arrête maintenant, annonça-t-elle en ouvrant leur réfrigérateur pour révéler qu'il était entièrement approvisionné pour la première fois depuis qu'elles avaient emménagé. J'ai élaboré un plan de repas qui coûte moins de $30 par personne et par semaine. Nous partageons la facture d'épicerie, et tu manges 3 repas par jour. Zoé, je ne peux pas me le permettre. Tu ne peux pas te permettre de ne pas manger, l'interrompit Zoé. Ton cerveau a besoin de carburant. Considère ça comme un investissement dans ta moyenne générale. Les notes du premier semestre d'Emma validèrent cet investissement. Déjà dans tous ses cours de commerce, la plaçant en tête de sa classe malgré son emploi du temps de travail punitif. Au milieu de la 2e année, le désastre a frappé. Le café a réduit les heures de tout le monde en raison du ralentissement saisonnier, coupant les revenus d'Emma de près de 40%. Son budget soigneusement établi s'est effondré du jour au lendemain. Avec le loyer à payer et un versement de frais de scolarité imminent,
elle a fait face à sa première crise financière majeure, la panique montant. Emma se souvint de Madame Winters de l'aide financière et prit un rendez-vous d'urgence. La femme écouta attentivement pendant qu'Emma expliquait sa situation, son expression devenant de plus en plus préoccupée. « Vous avez travaillé combien d'heures par semaine tout en maintenant une moyenne de 4,0 » demanda Madame Winters en examinant le relevé de notes d'Emma. « Environ 30, parfois plus pendant les périodes de pointe des vacances à la librairie. » Madame Winters secoua la tête avec étonnement. « Emma, vos résultats académiques vous qualifient pour une subvention d'urgence que nous réservons aux étudiants exceptionnels confrontés à des difficultés financières. Cela ne résoudra pas tout, mais cela devrait couvrir le déficit de ce mois-ci. » Elle tapa quelque chose sur son ordinateur, puis leva les yeux avec un sourire. « Et il y a autre chose. Le professeur Bennett vous a recommandé pour un poste d'assistante de recherche au département de commerce. C'est mieux payé que le café et ça a meilleure allure sur un CV. » Le poste de recherche devint un autre tournant. Travaillant directement avec le professeur Bennett, Emma commença à l'assister dans son étude sur la résilience des petites entreprises pendant les ralentissements économiques. Les horaires flexibles s'adaptaient à son emploi du temps de cours et la stimulation intellectuelle était un changement bienvenu par rapport à la préparation de l'acte. Plus important encore, le professeur Bennett s'intéressa véritablement à l'avenir d'Emma. Un après-midi, alors qu'elles analysaient des données d'enquête, elle demanda « Avez-vous envisagé l'entrepreneuriat, Emma ? Votre perspective sur la contrainte des ressources comme moteur de l'innovation est assez sophistiquée. » Emma leva les yeux de sa feuille de calcul. « J'y ai pensé, mais démarrer une entreprise nécessite un capital que je n'ai pas nécessairement, » rétorqua le professeur Bennett. « Certaines des entreprises les plus prospères commencent avec rien d'autre que du travail acharné et une bonne idée. Quelles compétences avez-vous déjà que d'autres pourraient payer ? » La graine d'une idée qui germait depuis le lycée commença à prendre racine. Utilisant les compétences de ses cours de marketing et de médias numériques, Emma créa une plateforme en ligne simple offrant des services d'assistante virtuelle aux petites entreprises locales. Travaillant tard dans la nuit, elle construisit un site web et développa des forfaits de services adaptés aux besoins qu'elle avait observés dans ses recherches avec le professeur Bennett. Au début de sa 3e année, sa petite entreprise générait suffisamment de revenus pour lui permettre de quitter son emploi à la librairie. Elle maintint son poste de recherche plus pour le mentorat que pour l'argent. Entre le travail d'assistante virtuelle, l'allocation de recherche et les prêts, elle atteignait enfin une stabilité financière précaire. Au début de sa 3e année, la petite entreprise d'assistante virtuelle d'Emma comptait 5 clients réguliers, principalement de petites entreprises locales qui avaient besoin d'aide pour des tâches administratives et du marketing numérique de base. Le revenu supplémentaire lui permit de quitter son emploi à la librairie, lui redonnant de précieuses heures chaque semaine. Bien que son emploi du temps restât exigeant, elle ne se sentait plus perpétuellement au bord de l'effondrement. Un mardi après-midi, Emma était assise dans le cours de stratégie d'entreprise du professeur Reeves, écoutant une discussion sur l'avantage concurrentiel dans les marchés saturés. Le professeur posa une question sur la manière dont les petites entreprises pouvaient se différencier avec des ressources limitées. Après que plusieurs étudiants eurent offert des réponses de manuel sur l'image de marque et le positionnement sur le marché, Emma leva la main. Madame Wilson, reconnut le professeur Reeves. « Je pense que nous négligeons l'avantage de la spécificité, » commença Emma. Les petites entreprises n'ont pas besoin de rivaliser avec les grandes sociétés sur tous les fronts. Elles peuvent identifier des micro-besoins au sein de leur communauté que les grandes entreprises ignorent parce que le segment de marché semble trop petit pour être rentable. Elle continua, s'appuyant sur des exemples de ses clients assistants virtuels. Par exemple, l'un de mes clients est un petit cabinet comptable spécialisé dans la préparation des déclarations de revenus pour les artisans et artistes indépendants. C'est une niche minuscule, mais ils comprennent les défis spécifiques auxquels ces clients sont confrontés d'une manière que les grandes chaînes de préparation de déclarations de revenus ne comprennent pas, le professeur Reeves semblait intrigué. Vous parlez comme si vous aviez une expérience de première main de cette stratégie. C'est le cas, répondit Emma. Je dirige une entreprise d'assistante virtuelle au service des petites entreprises locales. J'ai constaté qu'en adaptant mes services à leurs besoins spécifiques plutôt qu'en offrant des forfaits génériques, je peux facturer des tarifs plus élevés malgré le fait que je sois une entreprise unipersonnelle. Après le cours, plusieurs étudiants approchèrent Emma avec des questions sur son modèle d'entreprise. L'un d'eux, Marcus, était particulièrement intéressé. Mes parents possèdent une petite quincaillerie qui a du mal à rivaliser avec les grandes surfaces, expliqua-t-il.
Ils ont été réticents à toute forme de marketing numérique, mais votre approche a du sens. Seriez-vous prête à les rencontrer? Cette conversation mena au premier client de consultation d'Emma, un changement qui allait transformer son modèle d'entreprise. Plutôt que de simplement fournir un soutien administratif, elle commença à aider les petites entreprises à développer des stratégies de marketing numérique ciblées. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté des affaires locales et, au milieu de sa 3e année, sa liste de clients avait doublé. À mesure que son entreprise grandissait, sa confiance en elle augmentait également. En cours de stratégie d'entreprise, elle commença à prendre la parole plus souvent, partageant les enseignements de son expérience entrepreneuriale dans le monde réel. Les professeurs le remarquèrent et ses camarades de classe commencèrent à lui demander conseil pour leurs projets. La jeune fille qui se sentait autrefois invisible devenait une voix respectée dans le département. Le professeur Bennett observait l'évolution d'Emma avec fierté. Lors d'une de leurs sessions de recherche, elle remarqua « Tu as parcouru un long chemin depuis cette première année épuisée qui pouvait à peine rester éveillée dans mon cours d'éthique. » Emma sourit. « Je ne dors toujours pas assez, mais au moins maintenant c'est parce que je construis quelque chose à moi, pas seulement pour survivre. » « Avez-vous pensé à développer votre entreprise ?» demanda le professeur Bennett. « Vous pourriez embaucher d'autres étudiants, créer une véritable agence. » L'idée avait traversé l'esprit d'Emma, mais elle avait hésité à assumer la responsabilité d'employé. « Je ne suis pas sûr d'être prête pour cette étape. »« Parfois, nous sommes prêts avant de nous en rendre compte, » répondit le professeur Bennett. « Pensez Y. Vous refusez déjà des clients parce que vous n'avez pas la capacité d'en prendre plus. C'est le moment idéal pour envisager la croissance. » Suivant ses conseils, Emma élabora soigneusement un plan pour transformer son entreprise solo en une petite agence de marketing numérique. Elle recruta 2 autres étudiants en commerce comme associés à temps partiel, transformant les connaissances théoriques de la classe en une croissance commerciale pratique. À la fin de sa 3e année, son agence servait des clients dans tout l'État. L'entreprise couvrait non seulement ses frais de subsistance, mais générait suffisamment de bénéfices pour commencer à rembourser certains de ses plus petits prêts en avance. Le professeur Bennett la nomma pour la prestigieuse bourse d'excellence entrepreneuriale, qui couvrait l'intégralité de ses frais de scolarité de dernière année. « Vous avez mérité cela grâce à des efforts extraordinaires », lui dit-elle lorsqu'elle reçut le prix. Votre histoire incarne l'esprit d'entreprise même sur lequel cette université a été fondée. Pour la première fois depuis le début de ses études universitaires, Emma sentit le poids écrasant de l'insécurité financière commencer à se dissiper. L'avenir qu'elle avait entrevu dans ses livres chez Grand-mère Eleanor se matérialisait grâce à ses propres efforts déterminés. Ce qu'Emma ne réalisait pas, c'est que son histoire de réussite devenait discrètement célèbre au sein du département de commerce. Alors qu'elle se concentrait sur sa survie et son épanouissement, des graines étaient plantées qui allaient éclore de la manière la plus inattendue lors de la remise des diplômes. Pendant ce temps, Lily et Emma maintenaient une relation cordiale mais distante. Lily invitait parfois Emma à des événements de sororité ou à des activités sur le campus, ce qu'Emma déclinait presque toujours en raison de ses engagements professionnels. Elles discutaient rarement de leurs expériences universitaires radicalement différentes, maintenant la conversation superficielle qui avait caractérisé leur relation depuis l'enfance. Leurs parents appelaient Lily chaque semaine mais ne contactaient Emma que pour les grandes fêtes ou les urgences familiales. Pendant des vacances de Thanksgiving, alors qu'Emma ne pouvait pas se permettre le voyage de retour, sa mère lui envoya un texto, * tu nous manques au dîner, mais nous comprenons que tu es occupé par tes projets, * les points de suspension en disaient long sur la façon dont il percevait ses choix. La dernière année arriva avec un élan qu'Emma aurait à peine pu imaginer lorsqu'elle avait mis les pieds pour la première fois sur le campus de Westfield. Son agence de marketing numérique s'était développée pour servir 15 clients réguliers et employer 4 étudiants à temps partiel. L'entreprise fut présentée dans un magazine local sur l'entrepreneuriat, apportant un flux constant de nouveaux clients et établissant sa réputation professionnelle au-delà de l'université. En octobre, le professeur Bennett approcha Emma avec une opportunité inattendue. Le concours national d'innovation commerciale pour les étudiants universitaires accepte les candidatures, dit-elle en faisant glisser une brochure sur son bureau. Le grand prix comprend $50 000 de financement d'entreprise et une visibilité nationale dans l'industrie. Je pense que votre modèle d'agence, ciblant spécifiquement les petites entreprises rurales, a une réelle chance. Avec les conseils de son mentor, Emma passa des semaines à affiner son plan d'affaires et à pratiquer sa présentation. Après 3 tours de jugement de plus en plus compétitifs, elle atteignit la finale prévue pour avril,
un mois seulement avant la remise des diplômes. Ironiquement, alors que la trajectoire professionnelle d'Emma montait en flèche, Lily commença à connaître ses premières vraies difficultés académiques. Les exigences de la thèse de fin d'études du programme de sciences politiques exposèrent des lacunes dans ses compétences en recherche et son éthique de travail. Des années à se reposer sur son talent naturel et le soutien parental l'avaient mal préparée à ce véritable défi. Un mardi soir de novembre, Emma entendit frapper de manière inattendue à la porte de son appartement. En l'ouvrant, elle découvrit une Lily en larmes, serrant son ordinateur portable et une pile de documents de recherche. « Je suis en train d'échouer à mon séminaire de thèse », avoua-t-elle précipitamment. Le professeur Goldstein dit que ma méthodologie de recherche est fondamentalement erronée et que j'ai 3 semaines pour tout restructurer complètement ou je risque de ne pas obtenir mon diplôme. En regardant la détresse sincère de sa sœur, Emma ressentit des émotions contradictoires. Une partie d'elle, la partie blessée et pleine de ressentiment, pensait que c'était une justice karmique pour des années de traitement préférentiel. Mais une autre partie reconnut ce moment comme une opportunité de surmonter la douleur de leur passé. « Entre, dit-elle en s'écartant. Jetons un coup d'œil. » Cette nuit-là devint la première de nombreuses séances d'études. En aidant Lily, Emma découvrit que ses années d'apprentissage autodirigé et de gestion rigoureuse du temps lui avaient donné des compétences que sa sœur n'avait jamais développées. Son expérience de recherche avec le professeur Bennett s'avéra inestimable alors qu'elle guidait Lily à travers une méthodologie académique appropriée. Alors qu'elles travaillaient ensemble, quelque chose d'inattendu se produisit. Elles commencèrent à parler, vraiment parler, peut-être pour la première fois de leur vie. « Comment fais-tu tout ça ?» demanda Lily une nuit pendant une pause. « Ton entreprise, des notes parfaites, un poste de recherche. J'ai à peine le temps de gérer mes cours sans rien d'autre à faire. » Emma expliqua son emploi du temps punitif, les pressions financières et les calculs constants nécessaires pour rester à flot. Lily écouta avec une horreur croissante. « Je n'en avais aucune idée. » murmura-t-elle. « Maman et papa ont toujours dit que tu allais bien. »« Bien est relatif, » répondit Emma. « J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 4 ans tout en suivant des cours à plein temps. Je me suis privé de repas, de sommeil correct et de toute apparence de vie sociale. »« Mais pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» demanda Lily. La question frappa Emma comme étant d'un privilège naïf. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que maman et papa auraient soudainement décidé que je valais la peine d'investir en moi aussi? Lily resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas, admit-elle finalement. Mais j'aurais essayé d'aider. Tu étais aussi une enfant, Lily. Ce n'était pas ta responsabilité de réparer leur favoritisme. La conversation marqua un tournant dans leur relation. Alors que Lily commençait à reconnaître l'inégalité qui avait façonné leur vie, elle devint l'allié inattendu d'Emma. Elle commença à refuser les cadeaux coûteux de ses parents, expliquant qu'elle préférait se débrouiller seule, comme sa sœur. En janvier, leur séance d'études hebdomadaire était devenue un véritable lien. La thèse de Lily était de nouveau sur la bonne voie, et elle avait commencé à développer une nouvelle appréciation pour la discipline et la persévérance qui lui avaient toujours manqué. Pendant ce temps, le propre projet de fin d'études d'Emma avait attiré l'attention de l'administration universitaire. La doyenne Rodriguez, directrice de l'école de commerce, invita Emma à son bureau en février. « Votre parcours à Westfield a été extraordinaire », commença-t-elle. « Du financement de votre propre éducation à la création d'une entreprise prospère tout en maintenant l'excellence académique, c'est précisément le genre d'histoire de réussite que nous voulons mettre en avant. » Elle expliqua que l'université sélectionnait chaque année un étudiant exceptionnel pour prononcer un bref discours lors de la remise des diplômes. « Nous aimerions que vous envisagiez de représenter l'école de commerce cette année, dit-elle. Votre histoire incarne l'esprit d'entreprise et la détermination que nous visons à inculquer à tous nos diplômés. » L'opportunité de parler à la remise des diplômes, de revendiquer publiquement ses réussites devant ses parents et toute la communauté universitaire, semblait être l'aboutissement de tout ce pourquoi Emma avait travaillé. Elle accepta immédiatement. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que la doyenne Rodriguez avait prévu plus qu'un simple discours d'étudiant. Les détails resteraient confidentiels jusqu'à la cérémonie elle-même. À l'approche du mois d'avril, le concours de commerce devint la priorité d'Emma. Sa présentation au juge intégra tout ce qu'elle avait appris sur la résilience, l'optimisation des ressources et la création de valeur à partir de la contrainte. Lorsque le jury annonça sa victoire, elle ressentit une validation qui transcendait le prix en argent et la publicité.
Elle avait transformé ses plus grands défis en son avantage concurrentiel. Le journal de l'université publia un article en première page sur sa victoire, avec une photo d'Emma acceptant le chèque surdimensionné et le trophée. Elle en envoya une copie à grand-mère Eleanor, qui l'appela en sanglotant de fierté. « J'ai toujours su que tu étais extraordinaire, dit-elle. Maintenant, tout le monde le sait aussi. » Ses parents, notamment, ne mentionnèrent ni l'article ni le prix. Leur silence avait depuis longtemps cessé de la surprendre. 2 semaines avant la remise des diplômes, leurs parents arrivèrent en ville pour aider Lily à se préparer. Ils louèrent une grande maison pour la famille élargie qui venait célébrer et planifièrent une fête élaborée pour après la cérémonie. Emma reçut une invitation pour la forme qui indiquait clairement qu'elle était une pensée secondaire. « Nous pensions que tu serais occupée par le travail. » Expliqua sa mère quand Emma mentionna avoir été exclue du dîner de famille la veille de la remise des diplômes. « Mais tu es la bienvenue si tu peux venir. » Le rejet la piqua, mais moins vivement qu'auparavant. Sa valeur n'était plus liée à leur reconnaissance. La veille de la remise des diplômes, grand-mère Eleanor arriva avec un cadeau spécial, une étole de remise des diplômes personnalisée, brodée des mots qui avaient soutenu Emma dans les moments les plus sombres. Astérisque les diamants se forment sous pression astérisque, porte-la fièrement, dit-elle, les yeux brillants. Tu as mérité chaque fil. Ce soir-là, lors de la répétition de la remise des diplômes, la doyenne Rodriguez prit Emma à part avec un sourire complice. Tout est arrangé pour demain, dit-elle. Sois juste prête pour une introduction légèrement plus longue avant ton discours. Quand Emma demanda ce qu'elle voulait dire, la doyenne se contenta de faire un clin d'œil. Certaines surprises valent la peine d'attendre. Le jour D. La remise des diplômes, Emma et Lily marchèrent ensemble dans leurs toges et mortiers assortis. Lorsque le nom d'Emma fut appelé pour recevoir son diplôme, elle entendit le sifflement distinctif de grand-mère Eleanor percer les applaudissements polis. Après la remise des diplômes, le président de l'université, M. Harlow, s'approcha de nouveau du podium. Avant de conclure la cérémonie d'aujourd'hui, nous avons plusieurs reconnaissances spéciales à présenter. D'abord, j'invite Emma Wilson de l'école de commerce à prononcer le discours de l'étudiant de cette année. Alors qu'Emma se dirigeait vers la scène, elle aperçut ses parents. Pour la première fois de la journée, ils la regardaient directement, la confusion évidente sur leur visage. Clairement, ils ne s'attendaient pas à ce que leur fille moins prometteuse reçoive cet honneur. Prenant la parole, Emma prit une profonde inspiration et commença. Il y a 4 ans, je suis arrivée à Westfield avec rien d'autre que de la détermination et la conviction que l'éducation doit être méritée, et non donnée. Aujourd'hui, je me tiens devant vous après avoir travaillé 30 heures par semaine, trouvé la force dans l'adversité et redéfini le succès selon mes propres termes. Sans mentionner directement ses parents, elle aborda la douleur d'être sous-estimée et le pouvoir de prouver que les sceptiques ont tort. Le plus grand cadeau de mon éducation à Westfield ne se trouvait pas dans les manuels ou les cours magistraux, conclut-elle. C'était de découvrir que les limitations que les autres nous imposent ne doivent pas nécessairement devenir nos propres limitations. Chacun de nous a la capacité de transcender les attentes et de créer nos propres définitions du succès. Alors qu'elle concluait son discours sous des applaudissements enthousiastes, le président Harlow retourna au microphone. Ce qui se passa ensuite allait changer à jamais la dynamique de la famille d'Emma. « Merci, Madame Wilson, pour ces paroles inspirantes, dit-il. Et j'ai maintenant le grand plaisir d'annoncer plusieurs reconnaissances spéciales qui illustrent l'excellence que nous nous efforçons d'atteindre à Westfield. » Il marqua une pause dramatique, jetant un coup d'œil à ses notes. Premièrement, le corps professoral de l'école de commerce a unanimement choisi Emma Wilson comme major de promotion de cette année, diplômée avec une moyenne parfaite de 4.0 tout en créant simultanément une entreprise maintenant évaluée à plus de 6 chiffres. Un murmure d'appréciation parcourut la foule. Emma resta figée à côté du podium, ne s'attendant pas à cette reconnaissance publique. De plus, continua le président, Madame Wilson est la lauréate de cette année du concours national d'innovation commerciale pour les étudiants universitaires, apportant une reconnaissance sans précédent au programme d'entrepreneuriat de notre université. Les applaudissements du public se firent plus forts. Emma osa un regard vers ses parents et vit leurs expressions passer de la confusion au choc. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas. Poursuivit le président Harlow, sa voix portant clairement à travers l'auditorium silencieux, c'est que Madame Wilson a accompli ses exploits extraordinaires tout en finançant entièrement sa propre éducation, en occupant plusieurs emplois, en créant son entreprise et en maintenant l'excellence académique sans aucun soutien financier familial.
la révélation provoqua une onde visible dans le public. Les parents se regardèrent avec des expressions allant de l'incrédulité à l'admiration. En reconnaissance de son parcours extraordinaire, j'ai le plaisir d'annoncer que Madame Wilson s'est vue offrir un poste chez Alexander Global Consulting, l'un des plus grands cabinets de conseil en stratégie d'entreprise du pays. De plus, son parcours entrepreneurial sera présenté dans l'édition du mois prochain du Business Innovation Magazine en tant que leur article de couverture sur les talents entrepreneuriaux émergents. Le public éclata en une ovation debout. À travers les applaudissements tonitruants, Emma vit les visages de ses parents se vider de leurs couleurs, leurs expressions se transformant du choc à quelque chose approchant l'horreur alors qu'ils réalisaient que tout le monde savait maintenant qu'ils avaient refusé de soutenir la fille célébrée comme la diplômée la plus remarquable de l'université. Lily se tenait parmi les diplômés, applaudissant à tout rompre avec des larmes coulant sur son visage. Grand-mère Eleanor restait assise uniquement parce que ses genoux arthritiques ne lui permettaient pas de se lever rapidement, mais son fier sourire aurait pu illuminer tout l'auditorium. Alors que les applaudissements se calmaient enfin, le président Harloff fit une dernière annonce. En l'honneur de l'exemple extraordinaire de Madame Wilson, le conseil d'administration de l'université a créé la bourse de résilience Emma Wilson, offrant une aide financière aux étudiants démontrant une détermination exceptionnelle et surmontant les obstacles à leur éducation. La victoire symbolique était complète. Non seulement Emma avait réussi malgré le manque de foi de ses parents, mais son nom serait désormais associé en permanence au soutien d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Alors qu'Emma retournait à son siège sous des applaudissements continus, Lily lui attrapa la main et la serra fort. « Tu es incroyable », murmura-t-elle avec ferveur, et ils avaient tellement tort à ton sujet. Si cette histoire de détermination et de triomphe contre le favoritisme familial a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un dont les opinions semblaient définir votre valeur ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, parfois, être sous-estimé devient votre plus grand avantage. Cela vous force à développer une résilience et une détermination qui vous servent longtemps après que la blessure initiale a guéri. Les qualités même que les autres n'ont pas réussi à nourrir en vous pourraient devenir le fondement d'un succès qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Non pas parce que vous n'étiez pas capable, mais parce que leur vision était trop limitée pour englober ce que vous pouviez devenir.